Le comte de Monte Cristo, tome 4, partie 41, chapitre 99. La loi. On a vu avec quelle tranquillité mademoiselle Danglars et mademoiselle d'Armilly avaient pu accomplir leur transformation et opérer leur fuite. C'est que chacun était trop occupé de ses propres affaires pour s'occuper des leurs. Nous laisserons le banquier, la sueur au front, aligner en face du fantôme de la banqueroute les énormes colonnes de son passif, et nous suivrons la baronne, qui, après être restée un instant écrasée sous la violence du coup qui venait de la frapper, était allée trouver son conseiller ordinaire, Lucien Debray. C'est qu'en effet, la baronne comptait sur ce mariage pour abandonner enfin une tutelle qui, avec une fille du caractère d'Eugénie, ne laissait pas que d'être fort gênante. C'est que dans ces espèces de contrats tacites qui maintiennent le lien hiérarchique de la famille, la mère n'est réellement maîtresse de sa fille qu'à condition d'être continuellement pour elle un exemple de sagesse et un type de perfection. Or, madame Danglars redoutait la perspicacité d'Eugénie et les conseils de mademoiselle d'Armilly. Elle avait surpris certains regards dédaigneux lancés par sa fille à Debray, regards qui semblaient signifier que sa fille connaissait tout le mystère de ses relations amoureuses et pécuniaires avec le secrétaire intime, tandis qu'une interprétation plus sagace et plus approfondie eût, au contraire, démontré à la baronne qu'Eugénie détestait Debray, non point parce qu'il était dans la maison paternelle une pierre d'achoppement et de scandale, mais parce qu'elle le rangeait tout bonnement dans la catégorie de ces bipèdes que Diogène essayait de ne plus appeler des hommes, et que Platon désignait par la périphrase d'animaux à deux pieds et sans plumes. Madame Danglars, à son point de vue, et malheureusement dans ce monde chacun a son point de vue à soi qui l'empêche de voir le point de vue des autres, Madame Danglars, à son point de vue, disons-nous, regrettait donc infiniment que le mariage d'Eugénie fût manqué, non point parce que ce mariage était convenable, bien assorti et devait faire le bonheur de sa fille, mais parce que ce mariage lui rendait sa liberté. Elle courut donc, comme nous l'avons dit, chez Debray, qui, après avoir, comme tout Paris, assisté à la soirée du contrat et au scandale qui en avait été la suite, s'était empressé de se retirer à son club, où, avec quelques amis, il causait de l'événement qui faisait à cette heure la conversation des trois quarts de cette ville éminemment cancanière qu'on appelle la capitale du monde. Au moment où madame Danglars, vêtue d'une robe noire et cachée sous un voile, montait l'escalier qui conduisait à l'appartement de Debray, malgré la certitude que lui avait donnée le concierge que le jeune homme n'était point chez lui, Debray s'occupait à repousser les insinuations d'un ami qui essayait de lui prouver qu'après l'éclat terrible qui venait d'avoir lieu, il était de son devoir d'ami de la maison d'épouser mademoiselle Eugénie Danglars et ses 2 millions. Debray se défendait en homme qui ne demande pas mieux que d'être vaincu, car souvent cette idée s'était présentée d'elle-même à son esprit, puis, comme il connaissait Eugénie, son caractère indépendant et altier, il reprenait de temps en temps une attitude complètement défensive, disant que cette union était impossible, en se laissant toutefois sourdement chatouiller par l'idée mauvaise qui, au dire de tous les moralistes, préoccupe incessamment l'homme le plus probe et le plus pur, veillant au fond de son âme comme Satan veille derrière la croix. Le thé, le jeu, la conversation, intéressante, comme on le voit, puisqu'on y discutait de si graves intérêts, durèrent jusqu'à 1 heure du matin. Pendant ce temps, madame Danglars, introduite par le valet de chambre de Lucien, attendait, voilée et palpitante, dans le petit salon vert entre 2 corbeilles de fleurs qu'elle-même avait envoyées le matin et que Debray, il faut le dire, avait lui-même rangées, étagées, émondées avec un soin qui fit pardonner son absence à la pauvre femme. À 11h40, madame Danglars, lassée d'attendre inutilement, remonta en fiacre et se fit reconduire chez elle. Les femmes d'un certain monde ont cela de commun avec les grisettes en bonne fortune qu'elles ne rentrent pas d'ordinaire passé minuit. La baronne rentra dans l'hôtel avec autant de précautions qu'Eugénie venait d'en prendre pour sortir.
Elle monta légèrement, et le cœur serré, l'escalier de son appartement, contigu, comme on sait, à celui d'Eugénie. Elle redoutait si fort de provoquer quelque commentaire, elle croyait si fermement, pauvre femme respectable en ce point du moins, à l'innocence de sa fille et à sa fidélité pour le foyer paternel. Rentrée chez elle, elle écouta à la porte d'Eugénie, puis, n'entendant aucun bruit, elle essaya d'entrer, mais les verrous étaient mis. Madame Danglars crut qu'Eugénie, fatiguée des terribles émotions de la soirée, s'était mise au lit et qu'elle dormait. Elle appela la femme de chambre et l'interrogea. « Mademoiselle Eugénie, répondit la femme de chambre, est rentrée dans son appartement avec mademoiselle d'Armilly. Puis elles ont pris le thé ensemble. Après quoi, elles m'ont congédiée, en me disant qu'elles n'avaient plus besoin de moi. » Depuis ce moment, la femme de chambre était à l'office, et, comme tout le monde, elle croyait les deux jeunes personnes dans l'appartement. Madame Danglars se coucha donc sans l'ombre d'un soupçon. Mais, tranquille sur les individus, son esprit se reporta sur l'événement. À mesure que ses idées s'éclaircissaient en sa tête, les proportions de la scène du contrat grandissaient. Ce n'était plus un scandale, c'était un vacarme. Ce n'était plus une honte, c'était une ignominie. Malgré elle alors, la baronne se rappela qu'elle avait été sans pitié pour la pauvre Mercédès, frappée naguère, dans son époux et dans son fils, d'un malheur aussi grand. « Eugénie, se dit-elle, est perdue, et nous aussi. L'affaire, telle qu'elle va être présentée, nous couvre d'opprobre. Car, dans une société comme la nôtre, certains ridicules sont des plaies vives, saignantes, incurables. »« Quel bonheur, murmura-t-elle. Que Dieu ait fait à Eugénie ce caractère étrange qui m'a si souvent fait trembler. » Et son regard reconnaissant se leva vers le ciel, dont la mystérieuse providence dispose tout à l'avance selon les événements qui doivent arriver, et d'un défaut, d'un vice même, fait quelquefois un bonheur. Puis sa pensée franchit l'espace, comme fait, en étendant ses ailes, l'oiseau d'un abîme, et s'arrêta sur Cavalcanti. Cet Andrea était un misérable, un voleur, un assassin. Et cependant, cet Andrea possédait des façons qui indiquaient une demi-éducation, sinon une éducation complète. Cet Andrea s'était présenté dans le monde avec l'apparence d'une grande fortune, avec l'appui de noms honorables. Comment voir clair dans ce dédale? À qui s'adresser pour sortir de cette position cruelle? Debray, à qui elle avait couru avec le premier élan de la femme qui cherche un secours dans l'homme qu'elle aime et qui parfois la perd, Debray ne pouvait que lui donner un conseil. C'était à quelque autre plus puissant que lui qu'elle devait s'adresser. La baronne pensa alors à M. de Villefort. C'était M. de Villefort qui avait voulu faire arrêter Cavalcanti. C'était M. de Villefort qui, sans pitié, avait porté le trouble au milieu de sa famille, comme si c'eût été une famille étrangère. Mais non, en y réfléchissant, ce n'était pas un homme sans pitié que le procureur du roi. C'était un magistrat esclave de ses devoirs, un ami loyal et ferme qui, brutalement, mais d'une main sûre, avait porté le coup de scalpel dans la corruption. Ce n'était pas un bourreau, c'était un chirurgien qui avait voulu isoler aux yeux du monde l'honneur des Danglars de l'ignominie de ce jeune homme perdu qu'ils avaient présenté au monde comme leur gendre. Du moment où M. de Villefort, ami de la famille Danglars, agissait ainsi, il n'y avait plus à supposer que le procureur du roi eût rien su d'avance et se fût prêté à aucune des menées d'Andrea. La conduite de Villefort, en y réfléchissant, apparaissait donc encore à la baronne sous un jour qui s'expliquait à leur avantage commun. Mais là devait s'arrêter l'inflexibilité du procureur du roi. Elle irait le trouver le lendemain et obtiendrait de lui, sinon qu'il manquât à ses devoirs de magistrat, tout au moins qu'il leur laissât toute la latitude de l'indulgence. La baronne invoquerait le passé. Elle rajeunirait ses souvenirs. Elle supplierait au nom d'un temps coupable, mais heureux. M. de Villefort assoupirait l'affaire. Ou du moins, il laisserait, et pour arriver à cela, il n'avait qu'à tourner les yeux d'un autre côté, ou du moins, il laisserait fuir Cavalcanti, et ne poursuivrait le crime que sur cette ombre de criminel qu'on appelle la contumace. Alors seulement,
elle s'endormit plus tranquille. Le lendemain, à 9 heures, elle se leva, et sans sonner sa femme de chambre, sans donner signe d'existence à qui que ce fût au monde, elle s'habilla et, vêtue avec la même simplicité que la veille, elle descendit l'escalier, sortit de l'hôtel, marcha jusqu'à la rue de Provence, monta dans un fiacre et se fit conduire à la maison de M. de Villefort. Depuis un mois, cette maison maudite présentait l'aspect lugubre d'un lazaret où la peste se serait déclarée. Une partie des appartements était clos à l'intérieur et à l'extérieur. Les volets, fermés, ne s'ouvraient qu'un instant pour donner de l'air. On voyait alors apparaître à cette fenêtre la tête effarée d'un laquais. Puis la fenêtre se refermait comme la dalle d'un tombeau retombe sur un sépulcre, et les voisins se disaient tout bas: « Est-ce que nous allons encore voir aujourd'hui sortir une bière de la maison de monsieur le procureur du roi ?» Madame Danglars fut saisie d'un frisson à l'aspect de cette maison désolée. Elle descendit de son fiacre et, les genoux fléchissants, s'approcha de la porte fermée et sonna. Ce ne fut qu'à la 3e fois qu'eut retenti le timbre, dont le tintement lugubre semblait participer lui-même à la tristesse générale, qu'un concierge apparut entrebâillant la porte dans une largeur juste assez grande pour laisser passer ses paroles. Il vit une femme du monde, une femme élégamment vêtue, et cependant la porte continua à demeurer à peu près close. « Mais ouvrez donc !» dit la baronne. « D'abord, madame, qui êtes-vous » demanda le concierge. « Qui je suis ? Mais vous me connaissez bien ?»« Nous ne connaissons plus personne, madame. »« Mais vous êtes fou, mon ami !» s'écria la baronne. « De quelle part venez-vous ? » ?»« Oh, c'est trop fort !»« Madame, c'est l'ordre, excusez-moi. Votre nom ? » ?»« Madame la baronne Danglars. Vous m'avez vue 20 fois. »« C'est possible, madame. Maintenant, que voulez-vous ? » ?»« Oh, que vous êtes étrange ! Et je me plaindrai à monsieur de Villefort de l'impertinence de ces gens. »« Madame, ce n'est pas de l'impertinence, c'est de la précaution. Personne n'entre ici sans un mot de monsieur d'Avrigny, ou sans avoir à parler à monsieur le procureur du roi. »« Eh bien, c'est justement à monsieur le procureur du roi que j'ai affaire. »« Affaire pressante ? » ?»« Vous devez bien le voir, puisque je ne suis pas encore remonté dans ma voiture. Mais finissons, voici ma carte, portez-la à votre maître. »« Madame attendra mon retour ? » ?»« Oui, allez. » Le concierge referma la porte, laissant madame Danglars dans la rue. La baronne, il est vrai, n'attendit pas longtemps. Un instant après, la porte se rouvrit dans une largeur suffisante pour donner passage à la baronne. Elle passa, et la porte se referma derrière elle. Arrivé dans la cour, le concierge, sans perdre la porte de vue un instant, tira un sifflet de sa poche et siffla. Le valet de chambre de M. de Villefort parut sur le perron. « Madame excusera ce brave homme, dit-il, en venant au-devant de la baronne, mais ses ordres sont précis, et M. de Villefort m'a chargé de dire à madame qu'il ne pouvait faire autrement qu'il avait fait. » Dans la cour était un fournisseur introduit avec les mêmes précautions, et dont on examinait les marchandises. La baronne monta le perron. Elle se sentait profondément impressionnée par cette tristesse qui élargissait, pour ainsi dire, le cercle de la sienne, et toujours guidée par le valet de chambre, elle fut introduite, sans que son guide l'eût perdue de vue, dans le cabinet du magistrat. Si préoccupée que fût madame Danglars du motif qui l'amenait, la réception qui lui était faite par toute cette valetaille lui avait paru si indigne qu'elle commença par se plaindre. Mais Villefort souleva sa tête appesantie par la douleur et la regarda avec un si triste sourire que les plaintes expirèrent sur ses lèvres. « Excusez mes serviteurs d'une terreur dont je ne puis leur faire un crime. Soupçonnés, ils sont devenus soupçonneux. » Madame Danglars avait souvent entendu, dans le monde, parler de cette terreur qu'accusait le magistrat, mais elle n'aurait jamais pu croire, si elle n'avait eu l'expérience de ses propres yeux, que ce sentiment pût être porté à ce point. « Vous aussi, dit-elle, vous êtes donc malheureux ? » ?»« Oui, madame, » répondit le magistrat. « Vous me plaignez, alors ? » ?»« Sincèrement, madame. »« Et vous comprenez ce qui m'amène ? » ?»« Vous venez me parler de ce qui vous arrive, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur, un affreux malheur. »
C'est-à-dire une mésaventure. Une mésaventure s'écria la baronne. Hélas, madame, répondit le procureur du roi avec son calme imperturbable. J'en suis arrivé à n'appeler malheur que les choses irréparables. Eh, monsieur, croyez-vous qu'on oubliera? Tout s'oublie, madame, dit Villefort. Le mariage de votre fille se fera demain, s'il ne se fait pas aujourd'hui. Dans 8 jours, s'il ne se fait pas demain. Et quant à regretter le futur de mademoiselle Eugénie, je ne crois pas que telle soit votre idée. Madame Danglars regarda Villefort, stupéfaite de lui voir cette tranquillité presque railleuse. « Suis-je venue chez un ami ?» demanda-t-elle d'un ton plein de douloureuse dignité. « Vous savez que oui, madame, » répondit Villefort, dont les joues se couvrirent, à cette assurance qu'il donnait, d'une légère rougeur. En effet, cette assurance faisait allusion à d'autres événements qu'à ceux qui les occupaient à cette heure, la baronne et lui. « Eh bien, alors, dit la baronne, soyez plus affectueux, mon cher Villefort. Parlez-moi en ami et non en magistrat. Et quand je me trouve profondément malheureuse, ne me dites point que je doive être gaie. » Villefort s'inclina. « Quand j'entends parler de malheur, madame, dit-il, j'ai pris depuis 3 mois la fâcheuse habitude de penser au mien, et alors cette égoïste opération du parallèle se fait malgré moi dans mon esprit. Voilà pourquoi, à côté de mes malheurs, les vôtres me semblaient une mésaventure. Voilà pourquoi, à côté de ma position funeste, la vôtre me semblait une position à envier, mais cela vous contrarie, laissons cela. Vous disiez, madame ? Je viens savoir de vous, mon ami, reprit la baronne, où en est l'affaire de cet imposteur. Imposteur, répéta Villefort. Décidément, madame, c'est un parti pris chez vous d'atténuer certaines choses et d'en exagérer d'autres. Imposteur, monsieur Andrea Cavalcanti, ou plutôt monsieur Benedetto? Vous vous trompez, madame. Monsieur Benedetto est bel et bien un assassin. Monsieur, je ne nie pas la justesse de votre rectification, mais plus vous vous armerez sévèrement contre ce malheureux, plus vous frapperez notre famille. Voyons, oubliez-le pour un moment, au lieu de le poursuivre, laissez-le fuir. Vous venez trop tard, madame. Les ordres sont déjà donnés. Eh bien, si on l'arrête, croyez-vous qu'on l'arrêtera? Je l'espère. Si on l'arrête. Écoutez, j'entends toujours dire que les prisons regorgent. Eh bien, laissez-le en prison. Le procureur du roi fit un mouvement négatif. Au moins jusqu'à ce que ma fille soit mariée, ajouta la baronne. Impossible, madame. La justice a des formalités. Même pour moi, dit la baronne, moitié souriante, moitié sérieuse. Pour tous, répondit Villefort, et pour moi-même comme pour les autres. Ah, fit la baronne, sans ajouter en paroles ce que sa pensée venait de trahir par cette exclamation. Villefort la regarda avec ce regard dont il sondait les pensées. Oui, je sais ce que vous voulez dire, reprit-il. Vous faites allusion à ces bruits terribles répandus dans le monde, que toutes ces morts qui, depuis 3 mois, m'habillent de deuil, que cette mort à laquelle vient comme par miracle d'échapper Valentine, ne sont point naturelles. Je ne songeais point à cela, dit vivement madame Danglars. Si, vous y songiez, madame, et c'était justice, car vous ne pouviez faire autrement que d'y songer. Et vous vous disiez tout bas, toi qui poursuis le crime, réponds. Pourquoi donc y a-t-il autour de toi des crimes qui restent impunis? La baronne pâlit. Vous vous disiez cela, n'est-ce pas, madame? Eh bien, je l'avoue. Je vais vous répondre. Villefort rapprocha son fauteuil de la chaise de madame Danglars, puis, appuyant ses 2 mains sur son bureau et prenant une intonation plus sourde que de coutume, « Il y a des crimes qui restent impunis, dit-il, parce qu'on ne connaît pas les criminels et qu'on craint de frapper une tête innocente pour une tête coupable. Mais quand ces criminels seront connus, » Villefort étendit la main vers un crucifix placé en face de son bureau. « Quand ces criminels seront connus, répéta-t-il, par le Dieu vivant, madame, quels qu'ils soient, ils mourront. Maintenant, après le serment que je viens de faire,
et que je tiendrai, madame, osez me demander grâce pour ce misérable. Eh, monsieur, reprit madame Danglars, êtes-vous sûr qu'il soit aussi coupable qu'on le dit? Écoutez, voici son dossier. Benedetto, condamné d'abord à 5 ans de galère pour faux, à 16 ans. Le jeune homme promettait, comme vous voyez. Puis évadé, puis assassin. Et qui est ce malheureux? Eh, sait-on cela? Un vagabond, un Corse. Il n'a donc été réclamé par personne? Par personne, on ne connaît pas ses parents. Mais cet homme qui était venu de Lucques, un autre escroc comme lui, son complice peut-être. La baronne joignit les mains. « Villefort, dit-elle avec sa plus douce et sa plus caressante intonation. « Pour Dieu, madame, répondit le procureur du roi avec une fermeté qui n'était pas exempte de sécheresse. Pour Dieu, ne me demandez donc jamais grâce pour un coupable. Que suis-je, moi? La loi. Est-ce que la loi a des yeux pour voir votre tristesse? Est-ce que la loi a des oreilles pour entendre votre douce voix? Est-ce que la loi a une mémoire pour se faire l'application de vos délicates pensées? Non, madame, la loi ordonne, et quand la loi a ordonné, elle frappe. Vous me direz que je suis un être vivant et non pas un code, un homme et non pas un volume. Regardez-moi, madame, regardez autour de moi. Les hommes m'ont-ils traité en frère? M'ont-ils aimé, moi? M'ont-ils ménagé, moi? M'ont-ils épargné, moi? Quelqu'un a-t-il demandé grâce pour M. de Villefort? Et a-t-on accordé à ce quelqu'un la grâce de M. de Villefort? Non, non, non. Frappez, toujours frappez. Vous persistez, femme, c'est-à-dire sirène que vous êtes, à me parler avec cet œil charmant et expressif qui me rappelle que je dois rougir. Eh bien, soit, oui, rougir de ce que vous savez, et peut-être d'autres choses encore. Mais enfin, depuis que j'ai failli moi-même, et plus profondément que les autres peut-être, eh bien, depuis ce temps, j'ai secoué les vêtements d'autrui pour trouver l'ulcère, et je l'ai toujours trouvé, et je dirais plus, je l'ai trouvé avec bonheur, avec joie, ce cachet de la faiblesse ou de la perversité humaine. Car chaque homme que je reconnaissais coupable, et chaque coupable que je frappais, me semblait une preuve vivante, une preuve nouvelle que je n'étais pas une hideuse exception. Hélas, hélas, hélas! Tout le monde est méchant, madame. Prouvons-le et frappons le méchant. Villefort prononça ces dernières paroles avec une rage fiévreuse qui donnait à son langage une féroce éloquence. Mais, reprit madame Danglars, essayant de tenter un dernier effort, vous dites que ce jeune homme est vagabond, orphelin, abandonné de tous. Tant pis, ou plutôt tant mieux. La Providence l'a fait ainsi pour que personne n'eût à pleurer sur lui. C'est s'acharner sur le faible, monsieur. Le faible qui assassine. Son déshonneur rejaillirait sur ma maison. N'ai-je pas, moi, la mort dans la mienne? Oh, monsieur, s'écria la baronne, vous êtes sans pitié pour les autres. Eh bien, c'est moi qui vous le dis. On sera sans pitié pour vous. Soit, dit Villefort, en levant avec un geste de menace son bras au ciel. Remettez au moins la cause de ce malheureux, s'il est arrêté, aux assises prochaines. Cela nous donnera 6 mois pour qu'on oublie. Non pas, dit Villefort. J'ai 5 jours encore. L'instruction est faite. 5 jours, c'est plus de temps qu'il ne m'en faut. D'ailleurs, ne comprenez-vous point, madame, que, moi aussi, il faut que j'oublie? Eh bien, quand je travaille, et je travaille nuit et jour, quand je travaille, il y a des moments où je ne me souviens plus. Et quand je ne me souviens plus, je suis heureux à la manière des morts. Mais cela vaut encore mieux que de souffrir. Monsieur, il s'est enfui. Laissez-le fuir. L'inertie est une clémence facile. Mais je vous ai dit qu'il était trop tard. Au point du jour, le télégraphe a joué. Et à cette heure... Monsieur, dit le valet de chambre en entrant, un dragon apporte cette dépêche du ministre de l'Intérieur. Villefort saisit la lettre et la décacheta vivement. Madame Danglars frémit de terreur. Villefort tressaillit de joie.
Arrêtez, s'écria Villefort. On l'a arrêté à Compiègne. C'est fini. Madame Danglars se leva, froide et pâle. Adieu, monsieur, dit-elle. Adieu, madame, répondit le procureur du roi, presque joyeux en la reconduisant jusqu'à la porte. Puis, revenant à son bureau, allons, dit-il en frappant sur la lettre avec le dos de la main droite. J'avais un faux, j'avais 3 vols, j'avais 3 incendies. Il ne me manquait qu'un assassinat. Le voici. La session sera belle. Tome 5, chapitre 100. L'apparition. Comme l'avait dit le procureur du roi à madame Danglars, Valentine n'était point encore remise. Brisée par la fatigue, elle gardait en effet le lit, et ce fut dans sa chambre et de la bouche de madame de Villefort qu'elle apprit les événements que nous venons de raconter, c'est-à-dire la fuite d'Eugénie et l'arrestation d'Andrea Cavalcanti, ou plutôt de Benedetto, ainsi que l'accusation d'assassinat portée contre lui. Mais Valentine était si faible que ce récit ne lui fit peut-être point tout l'effet qu'il eût produit sur elle dans son état de santé habituel. En effet, ce ne fut que quelques idées vagues, quelques forces indécises, de plus, mêlées aux idées étranges et aux fantômes fugitifs, qui naissaient dans son cerveau malade ou qui passaient devant ses yeux. Et bientôt même, tout s'effaça pour laisser reprendre toute leur force aux sensations personnelles. Pendant la journée, Valentine était encore maintenue dans la réalité par la présence de Noirtier qui se faisait porter chez sa petite-fille et demeurait là, couvant Valentine de son regard paternel. Puis, lorsqu'il était revenu du palais, c'était Villefort à son tour qui passait 1 heure ou 2 entre son père et son enfant. À 6 heures, Villefort se retirait dans son cabinet. À 8 heures arrivait M. d'Avrigny, qui, lui-même, apportait la potion nocturne préparée pour la jeune fille. Puis on emmenait Noirtier. Une garde du choix du docteur remplaçait tout le monde, et ne se retirait elle-même que lorsque, vers 10 ou 11 heures, Valentine était endormie. En descendant, elle remettait les clés de la chambre de Valentine à M. de Villefort lui-même, de sorte qu'on ne pouvait plus entrer chez la malade qu'en traversant l'appartement de madame de Villefort et la chambre du petit Édouard. Chaque matin, Morel venait chez Noirtier prendre des nouvelles de Valentine. Mais Morel, chose extraordinaire, semblait de jour en jour moins inquiet. D'abord, de jour en jour, Valentine, quoique en proie à une violente exaltation nerveuse, allait mieux. Puis Monte Cristo ne lui avait-il pas dit, lorsqu'il était accouru tout éperdu chez lui, que si dans 2 heures Valentine n'était pas morte, Valentine serait sauvée? Or, Valentine vivait encore, et 4 jours s'étaient écoulés. Cette exaltation nerveuse dont nous avons parlé poursuivait Valentine jusque dans son sommeil, ou plutôt dans l'état de somnolence qui succédait à sa veille. C'était alors que, dans le silence de la nuit et de la demi-obscurité que laissait régner la veilleuse posée sur la cheminée et brûlant dans son enveloppe d'albâtre, elle voyait passer ces ombres qui viennent peupler la chambre des malades et que secoue la fièvre de ses ailes frissonnantes. Alors il lui semblait voir apparaître tantôt sa belle-mère qui la menaçait, tantôt Morel qui lui tendait les bras, tantôt des êtres presque étrangers à sa vie habituelle, comme le comte de Monte Cristo. Il n'y avait pas jusqu'aux meubles qui, dans ces moments de délire, ne parussent mobiles et errants. Et cela durait ainsi jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, moment où un sommeil de plomb venait s'emparer de la jeune fille et la conduisait jusqu'au jour. Le soir qui suivit cette matinée où Valentine avait appris la fuite d'Eugénie et l'arrestation de Benedetto, et où, après s'être mêlé un instant aux sensations de sa propre existence, ces événements commençaient à sortir peu à peu de sa pensée, après la retraite successive de Villefort, d'Avrigny et de Noirtier, tandis que 11 heures sonnaient à Saint-Philippe-du-Roule et que la garde, ayant placé sous la main de la malade le breuvage préparé par le docteur et fermé la porte de sa chambre, écoutait en frémissant à l'office où elle s'était retirée les commentaires des domestiques
et meublait sa mémoire des lugubres histoires qui, depuis 3 mois, défrayaient les soirées de l'antichambre du procureur du roi, une scène inattendue se passait dans cette chambre si soigneusement fermée. Il y avait déjà 10 minutes à peu près que la garde s'était retirée. Valentine, en proie depuis 1 heure à cette fièvre qui revenait chaque nuit, laissait sa tête, insoumise à sa volonté, continuer ce travail actif, monotone et implacable du cerveau qui s'épuise à reproduire incessamment les mêmes pensées ou à enfanter les mêmes images. De la mèche de la veilleuse s'élançaient 1000 et 1000 rayonnements, tous empreints de significations étranges. Quand tout à coup, à son reflet tremblant, Valentine crut voir sa bibliothèque, placée à côté de la cheminée, dans un renfoncement du mur, s'ouvrir lentement sans que les gonds sur lesquels elle semblait rouler produisissent le moindre bruit. Dans un autre moment, Valentine eût saisi sa sonnette et eût tiré le cordonnet de soie en appelant au secours. Mais rien ne l'étonnait plus dans la situation où elle se trouvait. Elle avait conscience que toutes ces visions qui l'entouraient étaient les filles de son délire, et cette conviction lui était venue de ce que, le matin, aucune trace n'était restée jamais de tous ces fantômes de la nuit, qui disparaissaient avec le jour. Derrière la porte parut une figure humaine. Valentine était, grâce à sa fièvre, trop familiarisée avec ces sortes d'apparitions pour s'épouvanter. Elle ouvrit seulement de grands yeux, espérant reconnaître Morel. La figure continua de s'avancer vers son lit, puis elle s'arrêta et parut écouter avec une attention profonde. En ce moment, un reflet de la veilleuse se joua sur le visage du nocturne visiteur. « Ce n'est pas lui, murmura-t-elle. Et elle attendit, convaincue qu'elle rêvait, que cet homme, comme cela arrive dans les songes, disparut ou se changea en quelque autre personne. Seulement elle toucha son pouls, et, le sentant battre violemment, elle se souvint que le meilleur moyen de faire disparaître ces visions importunes était de boire. La fraîcheur de la boisson, composée d'ailleurs dans le but de calmer les agitations dont Valentine s'était plainte au docteur, apportait, en faisant tomber la fièvre, un renouvellement des sensations du cerveau. Quand elle avait bu, pour un moment, elle souffrait moins. Valentine étendit donc la main afin de prendre son verre sur la coupe de cristal où il reposait. Mais, tandis qu'elle allongeait hors du lit son bras frissonnant, l'apparition fit encore, et plus vivement que jamais, 2 pas vers le lit, et arriva si près de la jeune fille qu'elle entendit son souffle et qu'elle crut sentir la pression de sa main. Cette fois, l'illusion, ou plutôt la réalité, dépassait tout ce que Valentine avait éprouvé jusque-là. Elle commençait à se croire bien éveillée et bien vivante. Elle eut conscience qu'elle jouissait de toute sa raison, et elle frémit. La pression que Valentine avait ressentie avait pour but de lui arrêter le bras. Valentine le retira lentement à elle. Alors, cette figure, dont le regard ne pouvait se détacher, et qui d'ailleurs paraissait plutôt protectrice que menaçante, cette figure prit le verre, s'approcha de la veilleuse et regarda le breuvage, comme si elle eût voulu en juger la transparence et la limpidité. Mais cette première épreuve ne suffit pas. Cet homme, ou plutôt ce fantôme, car il marchait si doucement que le tapis étouffait le bruit de ses pas, cet homme puisa dans le verre une cuillerée du breuvage et l'avala. Valentine regardait ce qui se passait devant ses yeux avec un profond sentiment de stupeur. Elle croyait bien que tout cela était près de disparaître pour faire place à un autre tableau, mais l'homme, au lieu de s'évanouir comme une ombre, se rapprocha d'elle, et, tendant le verre à Valentine, d'une voix pleine d'émotion, « Maintenant, dit-il, buvez. » Valentine tressaillit. C'était la première fois qu'une de ses visions lui parlait avec ce timbre vivant. Elle ouvrit la bouche pour pousser un cri. L'homme posa un doigt sur ses lèvres. « Monsieur le comte de Monte Cristo » murmura-t-elle. À l'effroi qui se peignit dans les yeux de la jeune fille, au tremblement de ses mains, aux gestes rapides qu'elle fit pour se blottir sous ses draps, on pouvait reconnaître la dernière lutte du doute contre la conviction.
Cependant, la présence de Monte Cristo chez elle à une pareille heure, son entrée mystérieuse, fantastique, inexplicable, par un mur, semblait des impossibilités à la raison ébranlée de Valentine. « N'appelez pas, ne vous effrayez pas, dit le comte. N'ayez pas même au fond du cœur l'éclair d'un soupçon ou l'ombre d'une inquiétude. L'homme que vous voyez devant vous, car cette fois vous avez raison, Valentine, et ce n'est point une illusion. L'homme que vous voyez devant vous est le plus tendre père et le plus respectueux ami que vous puissiez rêver. » Valentine ne trouva rien à répondre. Elle avait une si grande peur de cette voix qui lui révélait la présence réelle de celui qui parlait, qu'elle redoutait d'y associer la sienne. Mais son regard, effrayé, voulait dire « Si vos intentions sont pures, pourquoi êtes-vous ici ?» Avec sa merveilleuse sagacité, le comte comprit tout ce qui se passait dans le cœur de la jeune fille. « Écoutez-moi, dit-il, ou plutôt, regardez-moi. Voyez mes yeux rougis et mon visage plus pâle encore que d'habitude. C'est que, depuis 4 nuits, je n'ai pas fermé l'œil un seul instant. Depuis 4 nuits, je veille sur vous, je vous protège, je vous conserve à notre ami Maximilien. » Un flot de sang joyeux monta rapidement aux joues de la malade, car le nom que venait de prononcer le comte lui enlevait le reste de défiance qui lui avait inspiré. « Maximilien !» répéta Valentine, tant ce nom lui paraissait doux à prononcer. « Maximilien ! Il vous a donc tout avoué ?»« Tout. Il m'a dit que votre vie était la sienne, et je lui ai promis que vous vivriez. »« Vous lui avez promis que je vivrais ?»« Oui. »« En effet, monsieur, vous venez de parler de vigilance et de protection. Êtes-vous donc médecin ? » ?»« Oui, le meilleur que le ciel puisse vous envoyer en ce moment, croyez-moi. » « Vous dites que vous avez veillé ? » demanda Valentine inquiète. « Où cela ? Je ne vous ai pas vu. » Le comte étendit la main dans la direction de la bibliothèque. « J'étais caché derrière cette porte, » dit-il. « Cette porte donne dans la maison voisine que j'ai louée. » Valentine, par un mouvement de fierté pudique, détourna les yeux et avec une souveraine terreur. « Monsieur, dit-elle, ce que vous avez fait est d'une démence sans exemple. Et cette protection que vous m'avez accordée ressemble fort à une insulte. »« Valentine, dit-il, pendant cette longue veille, voici les seules choses que j'ai vues. Quels gens venaient chez vous, quels aliments on vous préparait, quelles boissons on vous a servi. Puis, quand ces boissons me paraissaient dangereuses, j'entrais comme je viens d'entrer, je vidais votre verre et je substituais au poison un breuvage bienfaisant qui, au lieu de la mort qui vous était préparée, faisait circuler la vie dans vos veines. »« Le poison ? La mort ?» s'écria Valentine, se croyant de nouveau sous l'empire de quelque fiévreuse hallucination. « Que dites-vous donc là, monsieur ? » ?»« Chut, mon enfant, dit Monte Cristo en portant de nouveau son doigt à ses lèvres. « J'ai dit le poison. Oui, j'ai dit la mort, et je répète la mort. Mais buvez d'abord ceci. » Le comte tira de sa poche un flacon contenant une liqueur rouge dont il versa quelques gouttes dans le verre. « Et quand vous aurez bu, ne prenez plus rien de la nuit. » Valentine avança la main, mais à peine eut-elle touché le verre qu'elle la retira avec effroi. Monte Cristo prit le verre, en but la moitié, et le présenta à Valentine, qui avala en souriant le reste de la liqueur qu'il contenait. « Oh oui, dit-elle, je reconnais le goût de mes breuvages nocturnes, de cette eau qui rendait un peu de fraîcheur à ma poitrine, un peu de calme à mon cerveau. Merci, monsieur, merci. »« Voilà comment vous avez vécu 4 nuits, Valentine, » dit le comte. « Mais moi, comment vivais-je ? Oh, les cruelles heures que vous m'avez fait passer ! Oh, les effroyables tortures que vous m'avez fait subir ! Quand je voyais verser dans votre verre le poison mortel, quand je tremblais que vous n'eussiez le temps de le boire avant que j'eusse celui de le répandre dans la cheminée. »« Vous dites, monsieur, reprit Valentine au comble de la terreur, que vous avez subi 1000 tortures en voyant verser dans mon verre le poison mortel. Mais si vous avez vu verser le poison dans mon verre, vous avez dû voir la personne qui le versait. » »« Oui. » Valentine se souleva sur son séant
et, ramenant sur sa poitrine plus pâle que la neige la batiste brodée, encore moite de la sueur froide du délire, à laquelle commençait à se mêler la sueur plus glacée encore de la terreur. « Vous l'avez vu ?» répéta la jeune fille. « Oui, » dit une seconde fois le comte. « C'est que vous voulez me faire croire à quelque chose d'infernal. Quoi ? Dans la maison de mon père ? Quoi ? Dans ma chambre ? Quoi ? Sur mon lit de souffrance ? On continue de m'assassiner ? Oh, retirez-vous, monsieur. Vous tentez ma conscience. Vous blasphémez la bonté divine. C'est impossible. Cela ne se peut pas. » Êtes-vous donc la première que cette main frappe, Valentine ? N'avez-vous pas vu tomber autour de vous monsieur de Saint-Méran, madame de Saint-Méran, Barrois ? N'auriez-vous pas vu tomber monsieur Noirtier si le traitement qu'il suit depuis près de 3 ans ne l'avait protégé en combattant le poison par l'habitude du poison ? Oh, mon Dieu, dit Valentine, c'est pour cela que, depuis près d'1 mois, bon papa exige que je partage toutes ces boissons ? Et ces boissons, s'écria Monte Cristo, ont un goût amer, comme celui d'une écorce d'orange à moitié séchée, n'est-ce pas ? Oui, mon Dieu, oui. Oh, cela m'explique tout, dit Monte Cristo. Lui aussi sait qu'on empoisonne ici. Et peut-être qui empoisonne. Il vous a prémuni, vous, son enfant bien-aimé, contre la substance mortelle, et la substance mortelle est venue s'émousser contre ce commencement d'habitude. Voilà comment vous vivez encore, ce que je ne m'expliquais pas, après avoir été empoisonné il y a 4 jours avec un poison qui, d'ordinaire, ne pardonne pas. Mais quel est donc l'assassin, le meurtrier ? À votre tour, je vous demanderai. N'avez-vous donc jamais vu entrer quelqu'un la nuit dans votre chambre ? Si fait, souvent j'ai cru voir passer comme des ombres, ces ombres s'approcher, s'éloigner, disparaître, mais je les prenais pour des visions de ma fièvre, et tout à l'heure, quand vous êtes entré vous-même, eh bien, j'ai cru longtemps, ou que j'avais le délire, ou que je rêvais. Ainsi, vous ne connaissez pas la personne qui en veut à votre vie. Non, dit Valentine. Pourquoi quelqu'un désirerait-il ma mort ? Vous allez la connaître alors, dit Monte Cristo en prêtant l'oreille. Comment cela ? Demanda Valentine en regardant avec terreur autour d'elle. Parce que ce soir, vous n'avez plus ni fièvre, ni délire. Parce que ce soir, vous êtes bien éveillé. Parce que voilà minuit qui sonne, et que c'est l'heure des assassins. Mon Dieu, dit Valentine en essuyant avec sa main la sueur qui perlait à son front. En effet, minuit sonnait lentement et tristement. On eût dit que chaque coup de marteau de bronze frappait le cœur de la jeune fille. « Valentine, continua le comte, appelez toutes vos forces à votre secours. Comprimez votre cœur dans votre poitrine. Arrêtez votre voix dans votre gorge. Feignez le sommeil. Et vous verrez. Vous verrez. » Valentine saisit la main du comte. « Il me semble que j'entends du bruit, dit-elle. Retirez-vous. » « Adieu, ou plutôt au revoir, » répondit le comte. Puis, avec un sourire si triste et si paternel que le cœur de la jeune fille en fut pénétré de reconnaissance, il regagna sur la pointe du pied la porte de la bibliothèque. Mais, se retournant avant de la refermer sur lui, « Pas un geste, dit-il, pas un mot, qu'on vous croie endormi, sans quoi, peut-être, vous tuerait-on avant que j'eusse le temps d'accourir. » Et, sur cette effroyable injonction, le comte disparut derrière la porte, qui se referma silencieusement sur lui. Chapitre 101. Locuste. Valentine resta seule. 2 autres pendules, en retard sur celle de Saint-Philippe-du-Roule, sonnèrent encore minuit à des distances différentes. Puis, à part le bruissement de quelques voitures lointaines, tout retomba dans le silence. Alors, toute l'attention de Valentine se concentra sur la pendule de sa chambre, dont le balancier marquait les secondes. Elle se mit à compter ses secondes
et remarqua qu'elles étaient du double plus lentes que les battements de son cœur. Et cependant, elle doutait encore. L'inoffensive Valentine ne pouvait se figurer que quelqu'un désirât sa mort. Pourquoi? Dans quel but? Quel mal avait-elle fait qui pût lui susciter un ennemi? Il n'y avait pas de crainte qu'elle s'endormît. Une seule idée, une idée terrible tenait son esprit tendu. C'est qu'il existait une personne au monde qui avait tenté de l'assassiner et qui allait le tenter encore. Si cette fois cette personne, lassée de voir l'inefficacité du poison, allait, comme l'avait dit Monte Cristo, avoir recours au fer, si le comte n'allait pas avoir le temps d'accourir, si elle touchait à son dernier moment, si elle ne devait plus revoir Morel. À cette pensée qui la couvrait à la fois d'une pâleur livide et d'une sueur glacée, Valentine était prête à saisir le cordon de la sonnette et à appeler au secours. Mais il lui semblait, à travers la porte de la bibliothèque, voir étinceler l'œil du comte, cet œil qui pesait sur son souvenir, et qui, lorsqu'elle y songeait, l'écrasait d'une telle honte, qu'elle se demandait si jamais la reconnaissance parviendrait à effacer ce pénible effet de l'indiscrète amitié du comte. 20 minutes, 20 éternités s'écoulèrent ainsi, puis 10 autres minutes, encore. Enfin, la pendule, criant une seconde à l'avance, finit par frapper un coup sur le timbre sonore. En ce moment même, un grattement imperceptible de l'ongle sur le bois de la bibliothèque apprit à Valentine que le comte veillait et lui recommandait de veiller. En effet, du côté opposé, c'est-à-dire vers la chambre d'Édouard, il sembla à Valentine qu'elle entendait crier le parquet. Elle prêta l'oreille, retenant sa respiration presque étouffée. Le bouton de la serrure grinça et la porte tourna sur ses gonds. Valentine s'était soulevée sur son coude. Elle n'eut que le temps de se laisser retomber sur son lit et de cacher ses yeux sous son bras. Puis, tremblante, agitée, le cœur serré d'un indicible effroi, elle attendit. Quelqu'un s'approcha du lit et effleura les rideaux. Valentine rassembla toutes ses forces et laissa entendre ce murmure régulier de la respiration qui annonce un sommeil tranquille. « Valentine !» dit tout bas une voix. La jeune fille frissonna jusqu'au fond du cœur, mais ne répondit point. « Valentine !» répéta la même voix. Même silence. Valentine avait promis de ne point se réveiller. Puis tout demeura immobile. Seulement, Valentine entendit le bruit presque insensible d'une liqueur tombant dans le verre qu'elle venait de vider. Alors, elle osa, sous le rempart de son bras étendu, entr'ouvrir sa paupière. Elle vit alors une femme en peignoir blanc qui vidait dans son verre une liqueur préparée d'avance dans une fiole. Pendant ce court instant, Valentine retint peut-être sa respiration ou fit sans doute quelques mouvements, car la femme, inquiète, s'arrêta et se pencha sur son lit pour mieux voir si elle dormait réellement. C'était Madame de Villefort. Valentine, en reconnaissant sa belle-mère, fut saisie d'un frisson aigu qui imprima un mouvement à son lit. Madame de Villefort s'effaça aussitôt le long du mur, et là, abritée derrière le rideau du lit, muette, attentive, elle épia jusqu'au moindre mouvement de Valentine. Celle-ci se rappela les terribles paroles de Monte Cristo. Il lui avait semblé, dans la main qui ne tenait pas la fiole, voir briller une espèce de couteau long et affilé. Alors Valentine, appelant toute la puissance de sa volonté à son secours, s'efforça de fermer les yeux. Mais cette fonction du plus craintif de nos sens, cette fonction, si simple d'ordinaire, devenait en ce moment presque impossible à accomplir, tant l'avide curiosité faisait d'efforts pour repousser cette paupière et attirer la vérité. Cependant, assurée par le silence dans lequel avait recommencé à se faire entendre le bruit égal de la respiration de Valentine, que celle-ci dormait,
Madame de Villefort étendit de nouveau le bras, et en demeurant à demi dissimulée par les rideaux rassemblés au chevet du lit, elle acheva de vider dans le verre de Valentine le contenu de sa fiole. Puis elle se retira, sans que le moindre bruit avertît Valentine qu'elle était partie. Elle avait vu disparaître le bras, voilà tout. Ce bras frais et arrondi d'une femme de 25 ans, jeune et belle, et qui versait la mort. Il est impossible d'exprimer ce que Valentine avait éprouvé pendant cette minute et demie que madame de Villefort était restée dans sa chambre. Le grattement de l'ongle sur la bibliothèque tira la jeune fille de cet état de torpeur dans lequel elle était ensevelie et qui ressemblait à de l'engourdissement. Elle souleva la tête avec effort. La porte, toujours silencieuse, roula une seconde fois sur ses gonds, et le comte de Monte-Cristo reparut. « Eh bien, demanda le comte, doutez-vous encore ?»« Oh, mon Dieu !» murmura la jeune fille. « Vous avez vu ?»« Hélas !»« Vous avez reconnu ?» Valentine poussa un gémissement. « Oui, dit-elle, mais je n'y puis croire. »« Vous aimez mieux mourir alors, et faire mourir Maximilien. »« Mon Dieu, répéta la jeune fille, presque égarée. « Mais ne puis-je donc pas quitter la maison, me sauver ?» Valentine, la main qui vous poursuit vous atteindra partout. À force d'or, on séduira vos domestiques, et la mort s'offrira à vous, déguisée sous tous les aspects, dans l'eau que vous boirez à la source, dans le fruit que vous cueillerez à l'arbre. Mais n'avez-vous donc pas dit que la précaution de bon papa m'avait prémunie contre le poison ? Contre un poison, et encore non pas employé à forte dose. On changera de poison ou l'on augmentera la dose. Il prit le verre et y trempa ses lèvres. « Et tenez, dit-il, c'est déjà fait. Ce n'est plus avec de la brucine qu'on vous empoisonne. C'est avec un simple narcotique. Je reconnais le goût de l'alcool dans lequel on l'a fait dissoudre. Si vous aviez bu ce que madame de Villefort vient de verser dans ce verre, Valentine, vous étiez perdue. »« Mais, mon Dieu !» s'écria la jeune fille. « Pourquoi donc me poursuit-elle ainsi ?»« Comment ? Vous êtes si douce, si bonne, si peu croyante au mal que vous n'avez pas compris, Valentine ?»« Non, dit la jeune fille, je ne lui ai jamais fait de mal. »« Mais vous êtes riche, Valentine. Mais vous avez 200 000 livres de rente, et ces 200 000 francs de rente, vous les enlevez à son fils. »« Comment cela ? Ma fortune n'est point la sienne et me vient de mes parents. »« Sans doute, et voilà pourquoi monsieur et madame de Saint-Méran sont morts. C'était pour que vous héritassiez de vos parents. Voilà pourquoi, du jour où il vous a fait son héritière, monsieur Noirtier avait été condamné. Voilà pourquoi, à votre tour, vous devez mourir, Valentine. C'est afin que votre père hérite de vous, et que votre frère, devenu fils unique, hérite de votre père. »« Édouard ? Pauvre enfant, et c'est pour lui qu'on commet tous ces crimes ? » ?»« Ah, vous comprenez. Enfin. »« Ah, mon Dieu, pourvu que tout cela ne retombe pas sur lui. » »« Vous êtes un ange, Valentine. »« Mais mon grand-père, on a donc renoncé à le tuer, lui. » »« On a réfléchi que vous morte, à moins d'exhérédation, la fortune revenait naturellement à votre frère. Et l'on a pensé que le crime, au bout du compte, étant inutile, il était doublement dangereux de le commettre. »« Et c'est dans l'esprit d'une femme qu'une pareille combinaison a pris naissance. Oh mon Dieu, mon Dieu ! Rappelez-vous Pérouse, la treille de l'auberge de la Poste, l'homme au manteau brun, que votre belle-mère interrogeait sur l'Aqua Tofana. Eh bien, dès cette époque, tout cet infernal projet mûrissait dans son cerveau. « Oh, monsieur !» s'écria la douce jeune fille en fondant en larmes. « Je vois bien, s'il en est ainsi, que je suis condamnée à mourir. »« Non, Valentine, non, car j'ai prévu tous les complots. Non, car notre ennemie est vaincue, puisqu'elle est devinée. Non, vous vivrez, Valentine. Vous vivrez pour aimer et être aimée. Vous vivrez pour être heureuse et rendre un noble cœur heureux. Mais pour vivre, Valentine, il faut avoir bien confiance en moi. »« Ordonnez, monsieur, que faut-il faire ? » ?»« Il faut prendre aveuglément ce que je vous donnerai. »« Oh, Dieu m'est témoin,
s'écria Valentine. « Que si j'étais seule, j'aimerais mieux me laisser mourir. » « Vous ne vous confierez à personne, pas même à votre père. »« Mon père n'est pas de cet affreux complot, n'est-ce pas, monsieur ?» dit Valentine en joignant les mains. « Non, et cependant votre père, l'homme habitué aux accusations juridiques, votre père doit se douter que toutes ces morts qui s'abattent sur sa maison ne sont point naturelles. Votre père, c'est lui qui aurait dû veiller sur vous. C'est lui qui devrait être à cette heure à la place que j'occupe. C'est lui qui devrait déjà avoir vidé ce verre. C'est lui qui devrait déjà s'être dressé contre l'assassin. Spectre contre spectre, murmura-t-il, en achevant tout haut sa phrase. Monsieur, dit Valentine, je ferai tout pour vivre, car il existe 2 êtres au monde qui m'aiment à en mourir si je mourais. Mon grand-père et Maximilien. Je veillerai sur eux, comme j'ai veillé sur vous. Eh bien, monsieur, disposez de moi, dit Valentine. Puis, à voix basse, mon Dieu, dit-elle, que va-t-il m'arriver? Quelque chose qui vous arrive, Valentine, ne vous épouvantez point. Si vous souffrez, si vous perdez la vue, l'ouïe, le tact, ne craignez rien. Si vous vous réveillez sans savoir où vous êtes, n'ayez pas peur. Dussiez-vous, en vous éveillant, vous trouver dans quelque caveau sépulcral ou cloué dans quelque bière. Rappelez soudain votre esprit et dites-vous, en ce moment, un ami, un père, un homme qui veut mon bonheur et celui de Maximilien, cet homme veille sur moi. Hélas, hélas, quelle terrible extrémité! Valentine, aimez-vous mieux dénoncer votre belle-mère? J'aimerais mieux mourir 100 fois. Oh oui, mourir! Non, vous ne mourrez pas. Et quelque chose qui vous arrive, vous me le promettez, vous ne vous plaindrez pas. Vous espérerez. Je penserai à Maximilien. Vous êtes ma fille bien-aimée, Valentine. Seule, je puis vous sauver, et je vous sauverai. Valentine, au comble de la terreur, joignit les mains, car elle sentait que le moment était venu de demander à Dieu du courage, et se dressa pour prier, murmurant des mots sans suite, et oubliant que ses blanches épaules n'avaient d'autre voile que sa longue chevelure, et que l'on voyait battre son cœur sous la fine dentelle de peignoir de nuit. Le comte appuya doucement la main sur le bras de la jeune fille, ramena jusque sur son cou la courte pointe de velours, et, avec un sourire paternel, « Ma fille, dit-il, croyez en mon dévouement, comme vous croyez en la bonté de Dieu et dans l'amour de Maximilien. » Valentine attacha sur lui un regard plein de reconnaissance et demeura docile comme un enfant sous ses voiles. Alors le comte tira de la poche de son gilet le drageoir en émeraude, souleva son couvercle d'or et versa dans la main droite de Valentine une petite pastille ronde de la grosseur d'un pois. Valentine la prit avec l'autre main et regarda le comte attentivement. Il y avait sur les traits de cet intrépide protecteur un reflet de la majesté et de la puissance divine. Il était évident que Valentine l'interrogeait du regard. « Oui, » répondit celui-ci. Valentine porta la pastille à sa bouche et l'avala. « Et maintenant, au revoir, mon enfant, » dit-il. « Je vais essayer de dormir, car vous êtes sauvé. »« Allez, » dit Valentine, « quelque chose qui m'arrive. Je vous promets de n'avoir pas peur. » Monte Cristo tint longtemps ses yeux fixés sur la jeune fille, qui s'endormit peu à peu, vaincue par la puissance du narcotique que le comte venait de lui donner. Alors, il prit le verre, le vida aux 3/4 dans la cheminée, pour que l'on pût croire que Valentine avait bu et qu'il en manquait, le reposa sur la table de nuit. Puis, regagnant la porte de la bibliothèque, il disparut après avoir jeté un dernier regard vers Valentine, qui s'endormait avec la confiance et la candeur d'un ange couché aux pieds du Seigneur. Chapitre 102. Valentine. La veilleuse continuait de brûler sur la cheminée de Valentine, épuisant les dernières gouttes d'huile qui surnageaient encore sur l'eau. Déjà, un cercle plus rougeâtre colorait l'albâtre du globe. Déjà, la flamme plus vive laissait échapper ces derniers pétillements qui semblent, chez les êtres inanimés,
ces dernières convulsions de l'agonie qu'on a si souvent comparées à celles des pauvres créatures humaines. Un jour bas et sinistre venait teindre d'un reflet d'opale les rideaux blancs et les draps de la jeune fille. Tous les bruits de la rue étaient éteints pour cette fois, et le silence intérieur était effrayant. La porte de la chambre d'Édouard s'ouvrit alors, et une tête, que nous avons déjà vue, parut dans la glace opposée à la porte. C'était madame de Villefort, qui rentrait pour voir l'effet du breuvage. Elle s'arrêta sur le seuil, écouta le pétillement de la lampe, seul bruit perceptible dans cette chambre qu'on eût crue déserte. Puis elle s'avança doucement vers la table de nuit pour voir si le verre de Valentine était vide. Il était encore plein au quart, comme nous l'avons dit. Madame de Villefort le prit et alla le vider dans les cendres, qu'elle remua pour faciliter l'absorption de la liqueur, puis elle rinça soigneusement le cristal, l'essuya avec son propre mouchoir et le replaça sur la table de nuit. Quelqu'un dont le regard eût pu plonger dans l'intérieur de la chambre eût pu voir alors l'hésitation de madame de Villefort à fixer ses yeux sur Valentine et à s'approcher du lit. Cette lueur lugubre, ce silence, cette terrible poésie de la nuit venaient sans doute se combiner avec l'épouvantable poésie de sa conscience. L'empoisonneuse avait peur de son œuvre. Enfin elle s'enhardit, écarta le rideau, s'appuya au chevet du lit et regarda Valentine. La jeune fille ne respirait plus. Ses dents, à demi desserrées, ne laissaient échapper aucun atome de ce souffle qui décèle la vie. Ses lèvres blanchissantes avaient cessé de frémir. Ses yeux, noyés dans une vapeur violette qui semblait avoir filtré sous la peau, formaient une saillie plus blanche à l'endroit où le globe enflait la paupière, et ses longs cils noirs rayaient une peau déjà mate comme la cire. Madame de Villefort contempla ce visage d'une expression si éloquente dans son immobilité. Elle s'enhardit alors, et, soulevant la couverture, elle appuya sa main sur le cœur de la jeune fille. Il était muet et glacé. Ce qui battait sous sa main, c'était l'artère de ses doigts. Elle retira sa main avec un frisson. Le bras de Valentine pendait hors du lit. Ce bras, dans toute la partie qui se rattachait à l'épaule et s'étendait jusqu'à la saignée, semblait moulé sur celui d'une des grâces de Germain Pilon. Mais l'avant-bras était légèrement déformé par une crispation, et le poignet, d'une forme si pure, s'appuyait, un peu raidi et les doigts écartés, sur l'acajou. La naissance des ongles était bleuâtre. Pour madame de Villefort, il n'y avait plus de doute. Tout était fini, l'œuvre terrible, la dernière qu'elle eût à accomplir, était enfin consommée. L'empoisonneuse n'avait plus rien à faire dans cette chambre. Elle recula avec tant de précaution qu'il était visible qu'elle redoutait le craquement de ses pieds sur le tapis, mais, tout en reculant, elle tenait encore le rideau soulevé, absorbant ce spectacle de la mort qui porte en soi son irrésistible attraction, tant que la mort n'est pas la décomposition, mais seulement l'immobilité, tant qu'elle demeure le mystère et n'est pas encore le dégoût. Les minutes s'écoulaient. Madame de Villefort ne pouvait lâcher ce rideau qu'elle tenait suspendu comme un linceul au-dessus de la tête de Valentine. Elle paya son tribut à la rêverie du crime. Ce doit être le remords. En ce moment, les pétillements de la veilleuse redoublèrent. Madame de Villefort, à ce bruit, tressaillit et laissa retomber le rideau. Au même instant, la veilleuse s'éteignit et la chambre fut plongée dans une effrayante obscurité. Au milieu de cette obscurité, la pendule s'éveilla et sonna 4h30. L'empoisonneuse, épouvantée de ces commotions successives, regagna en tâtonnant la porte et rentra chez elle, la sueur de l'angoisse au front. L'obscurité continua encore 2 heures. Puis, peu à peu, un jour blafard envahit l'appartement, filtrant aux lames des persiennes. Puis, peu à peu encore, il se fit grand et vint rendre une couleur et une forme aux objets et au corps. C'est à ce moment que la toux de la garde-malade retentit dans l'escalier, et que cette femme entra chez Valentine, une tasse à la main. Pour un père,
Pour un amant, le premier regard eût été décisif. Valentine était morte. Pour cette mercenaire, Valentine n'était qu'endormie. « Bon, dit-elle en s'approchant de la table de nuit, elle a bu une partie de sa potion. Le verre est aux 2/3 vide. » Puis elle alla à la cheminée, ralluma le feu, s'installa dans son fauteuil et, quoiqu'elle sortît de son lit, elle profita du sommeil de Valentine pour dormir encore quelques instants. La pendule l'éveilla en sonnant 8 heures. Alors, étonnée de ce sommeil obstiné dans lequel demeurait la jeune fille, effrayée de ce bras pendant hors du lit, et que la dormeuse n'avait point ramené à elle, elle s'avança vers le lit, et ce fut alors seulement qu'elle remarqua ses lèvres froides et cette poitrine glacée. Elle voulut ramener le bras près du corps, mais le bras n'obéit qu'avec cette raideur effrayante à laquelle ne pouvait pas se tromper une garde-malade. Elle poussa un horrible cri. Puis, courant à la porte, « Au secours !» cria-t-elle. « Au secours !» « Comment ? Au secours ?» répondit du bas de l'escalier la voix de M. d'Avrigny. C'était l'heure où le docteur avait l'habitude de venir. « Comment ? Au secours ?» s'écria la voix de Villefort, sortant alors précipitamment de son cabinet. « Docteur, n'avez-vous pas entendu crier au secours ?»« Oui, oui, montons, » répondit d'Avrigny. « Montons vite chez Valentine. » Mais avant que le médecin et le père fussent entrés, les domestiques qui se trouvaient au même étage, dans les chambres ou dans les corridors, étaient entrés, et, voyant Valentine pâle et immobile sur son lit, levaient les mains au ciel et chancelaient comme frappés de vertige. « Appelez madame de Villefort ! Réveillez madame de Villefort !» cria le procureur du roi de la porte de la chambre dans laquelle il semblait n'oser entrer. Mais les domestiques, au lieu de répondre, regardaient M. d'Avrigny, qui était entré, lui, qui avait couru à Valentine et qui la soulevait dans ses bras. « Encore celle-ci !» murmura-t-il en la laissant tomber. « Oh mon Dieu, quand vous lasserez-vous » Villefort s'élança dans l'appartement. « Que dites-vous ? Mon Dieu » s'écria-t-il en levant les 2 mains au ciel. « Docteur, docteur !»« Je dis que Valentine est morte » répondit d'Avrigny, d'une voix solennelle et terrible dans sa solennité. M. de Villefort s'abattit comme si ses jambes étaient brisées et retomba la tête sur le lit de Valentine. Aux paroles du docteur, aux cris du père, les domestiques, terrifiés, s'enfuirent avec de sourdes imprécations. On entendit par les escaliers et par les corridors leurs pas précipités, puis un grand mouvement dans les cours, puis ce fut tout. Le bruit s'éteignit. Depuis le premier jusqu'au dernier, ils avaient déserté la maison maudite. En ce moment, madame de Villefort, le bras à moitié passé dans son peignoir du matin, souleva la tapisserie. Un instant, elle demeura sur le seuil, ayant l'air d'interroger les assistants et appelant à son aide quelques larmes rebelles. Tout à coup, elle fit un pas, ou plutôt un bond en avant, les bras étendus vers la table. Elle venait de voir d'Avrigny se pencher curieusement sur cette table et y prendre le verre qu'elle était certaine d'avoir vidé pendant la nuit. Le verre se trouvait au tiers plein, juste comme il était quand elle en avait jeté le contenu dans les cendres. Le spectre de Valentine dressé devant l'empoisonneuse eût produit moins d'effet sur elle. En effet, c'est bien la couleur du breuvage qu'elle a versé dans le verre de Valentine et que Valentine a bu. C'est bien ce poison qui ne peut tromper l'œil de M. d'Avrigny et que M. d'Avrigny regarde attentivement. C'est bien un miracle que Dieu a fait, sans doute, pour qu'il restât, malgré les précautions de l'assassin, une trace, une preuve, une dénonciation du crime. Cependant, tandis que madame de Villefort était restée immobile comme la statue de la terreur, tandis que de Villefort, la tête cachée dans les draps du lit mortuaire, ne voyait rien de ce qui se passait autour de lui, d'Avrigny s'approchait de la fenêtre pour mieux examiner de l'œil le contenu du verre et en déguster une goutte prise au bout du doigt. « Ah » murmura-t-il, « ce n'est plus de la brucine maintenant. Voyons ce que c'est. » Alors il courut à une des armoires de la chambre de Valentine, armoire transformée en pharmacie, et, tirant de sa petite case d'argent un flacon d'acide nitrique,
il en laissa tomber quelques gouttes dans l'eau pâle de la liqueur qui se changea aussitôt en un demi-verre de sang vermeil. « Ah !» fit d'Avrigny, avec l'horreur du juge à qui se révèle la vérité, mêlée à la joie du savant à qui se dévoile un problème. Madame de Villefort tourna un instant sur elle-même. Ses yeux lancèrent des flammes, puis s'éteignirent. Elle chercha, chancelante, la porte de la main et disparut. Un instant après, on entendit le bruit éloigné d'un corps qui tombait sur le parquet. Mais personne n'y fit attention. La garde était occupée à regarder l'analyse chimique. Villefort était toujours anéanti. M. d'Avrigny seul avait suivi des yeux Madame de Villefort et avait remarqué sa sortie précipitée. Il souleva la tapisserie de la chambre de Valentine et son regard, à travers celle d'Édouard, put plonger dans l'appartement de Madame de Villefort, qu'il vit étendue, sans mouvement, sur le parquet. « Allez secourir Madame de Villefort, » dit-il à la garde. « Madame de Villefort se trouve mal. »« Mais mademoiselle Valentine » balbutia celle-ci. « Mademoiselle Valentine n'a plus besoin de secours, » dit M. d'Avrigny, « puisque mademoiselle Valentine est morte. »« Morte, morte !» soupira Villefort dans le paroxysme d'une douleur d'autant plus déchirante qu'elle était nouvelle, inconnue, inouïe pour ce cœur de bronze. « Morte, dites-vous » s'écria une troisième voix. « Qui a dit que Valentine était morte ?» Les deux hommes se retournèrent, et sur la porte aperçurent Morel debout, pâle, bouleversé, terrible. Voici ce qui était arrivé. À son heure habituelle, et par la petite porte qui conduisait chez Noirtier, Morel s'était présenté. Contre la coutume, il trouva la porte ouverte. Il n'eut donc pas besoin de sonner, il entra. Dans le vestibule, il attendit un instant, appelant un domestique quelconque qu'il introduisit près du vieux Noirtier. Mais personne n'avait répondu. Les domestiques, on le sait, avaient déserté la maison. Morel n'avait, ce jour-là, aucun motif particulier d'inquiétude. Il avait la promesse de Monte Cristo que Valentine vivrait, et jusque-là, la promesse avait été fidèlement tenue. Chaque soir, le comte lui avait donné de bonnes nouvelles, que confirmait le lendemain Noirtier lui-même. Cependant, cette solitude lui parut singulière. Il appela une seconde fois, une troisième fois, même silence. Alors, il se décida à monter. La porte de Noirtier était ouverte, comme les autres portes. La première chose qu'il vit fut le vieillard dans son fauteuil, à sa place habituelle. Ses yeux dilatés semblaient exprimer un effroi intérieur que confirmait encore la pâleur étrange répandue sur ses traits. « Comment allez-vous, monsieur ?» demanda le jeune homme, non sans un certain serrement de cœur. « Bien, » fit le vieillard, avec son clignement d'yeux. « Bien. » Mais sa physionomie sembla croître en inquiétude. « Vous êtes préoccupé ?» continua Morel. « Vous avez besoin de quelque chose ? Voulez-vous que j'appelle quelqu'un de vos gens ?»« Oui, » fit Noirtier. Morel se suspendit au cordon de la sonnette. Mais il eut beau le tirer à le rompre, personne ne vint. Il se retourna vers Noirtier. La pâleur et l'angoisse allaient croissant sur le visage du vieillard. « Mon Dieu, dit Morel, mais pourquoi ne vient-on pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade dans la maison ?» Les yeux de Noirtier parurent prêts à jaillir de leurs orbites. « Mais qu'avez-vous donc ?» continua Morel. « Vous m'effrayez. Valentine, Valentine !»« Oui, oui, fit Noirtier. » Maximilien ouvrit la bouche pour parler, mais sa langue ne put articuler aucun son. Il chancela et se retint à la boiserie. Puis il étendit la main vers la porte. « Oui, oui, oui !» continua le vieillard. Maximilien s'élança par le petit escalier qu'il franchit en 2 bonds, tant que Noirtier semblait lui crier des yeux. « Plus vite, plus vite !» 1 minute suffit au jeune homme pour traverser plusieurs chambres, solitaires comme le reste de la maison, et pour arriver jusqu'à celle de Valentine. Il n'eut pas besoin de pousser la porte, elle était toute grande ouverte. Un sanglot fut le premier bruit qu'il perçut.
Il vit comme à travers un nuage une figure noire agenouillée et perdue dans un amas confus de draperies blanches. La crainte, l'effroyable crainte, le clouait sur le seuil. Ce fut alors qu'il entendit une voix qui disait « Valentine est morte !» et une seconde voix qui, comme un écho, répondait « Morte, morte !»